Dans mon enfance et toute ma jeunesse, j'ai appris à me faire petite, presque invisible. Mon père levait toujours son verre pour célébrer les succès d'Arnaud, mon frère aîné, ce prodige qui brillait dans tous les domaines qu'il touchait. Qu'il s'agisse de ses victoires sportives, de ses résultats scolaires ou de ses promotions professionnelles, chaque occasion était prétexte à un toast, à un discours rempli de fierté. Ma mère, quant à elle, trouvait toujours une transition subtile pour raconter, avec un sourire radieux, ses derniers galas de charité ou ses projets humanitaires menés en Afrique ou en Asie. Ces récits occupaient la table, les regards, toute l'attention. Et lorsque, par hasard, le fil de la conversation semblait se rapprocher de moi, quelqu'un trouvait toujours le moyen de bifurquer, comme si mon existence n'apportait rien de pertinent. On passait à un autre sujet avec cette fluidité cruelle qui vous laisse comprendre que votre présence est tolérée, mais pas célébrée. Je me souviens de ces dîners comme d'un théâtre parfaitement rodé, où chacun connaissait son rôle par cœur. Arnaud, héros triomphant, accumulait les anecdotes valorisantes. Mes parents, spectateurs et narrateurs tout à la fois, amplifiaient sa lumière. Les cousins riaient aux éclats, les oncles félicitaient, les tantes faisaient en mine de noter chaque détail dans un carnet imaginaire. Et moi, je me tenais là, coincé entre deux convives qui semblaient avoir oublié mon prénom, le regard fixé sur mon assiette, pour éviter de croiser celui de quelqu'un qui pourrait poser une question à laquelle je n'aurais pas de réponse éclatante. Les rares fois où l'on s'adressait à moi, c'était pour des banalités. « Tu travailles toujours dans ton bureau. Tu vis encore à Paris. » Comme si ma vie se résumait à un décor figé, dépourvu d'évolution ou de substance. Petit à petit, j'avais appris à accepter cette place de figurante dans ma propre famille. Je savais qu'aucun de mes mots n'aurait l'impact d'un simple sourire d'Arnaud. Je comprenais que, pour eux, mon rôle était de ne pas perturber l'équilibre parfait de cette admiration collective. Cela m'agaçait parfois au point d'en avoir les poings crispés sous la table, mais je ne laissais rien paraître. À quoi bon provoquer une conversation qui finirait par tourner en ma défaveur, ou pire, par tomber dans un silence gêné? Alors je me fondais dans le décor, offrant parfois un rire forcé, ou hochant la tête au bon moment, comme si je participais pleinement. Mais à l'intérieur, je m'éloignais de plus en plus de cette scène, observant tout comme une spectatrice étrangère à la pièce. C'est dans ce climat de comparaison constante et de louanges sélectives que s'est forgé le sentiment d'être une déception. Pas parce que j'avais échoué dans ce que j'entreprenais, mais parce que mes succès, eux, ne correspondaient pas à leur définition de la réussite. Ils voulaient du clinquant, du visible, du racontable autour d'un verre de vin. Moi, je vivais dans l'ombre, dans le concret, là où il n'y a pas de trophée à brandir, mais où chaque geste compte. Pourtant, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette invisibilité allait devenir ma meilleure arme. Mais à cette époque, je n'en avais pas encore conscience. Tout ce que je savais, c'était que je n'étais pas invitée à la fête, même lorsque je me trouvais à la même table qu'eux. Le sommet de cette indifférence est arrivé le jour où j'ai appris, par un cousin maladroit, que le mariage d'Arnaud avait eu lieu sans même que je sois invitée. Pas un appel, pas une carte, pas le moindre mot. Juste un silence si lourd qu'il en devenait une déclaration. Je me suis efforcée de ne pas montrer le choc, mais il a pris une forme encore plus humiliante quelques semaines plus tard, lorsqu'une enveloppe officielle est arrivée à mon adresse. À l'intérieur, pas de remerciements, pas de photos souvenirs, mais une facture détaillée de 48 000 €. Le coût exact, précis, du dîner, des fleurs, de la musique et de tout ce que je n'avais même pas vu. Comme si ma seule place dans leur célébration était de contribuer financièrement
à un événement auquel je n'avais pas droit d'assister. J'ai relu ce document une dizaine de fois, incapable de décider si c'était un acte de mépris ou simplement la conséquence d'une logique froide et calculatrice. Pour eux, j'étais toujours cette fille discrète, presque effacée, qui travaillait derrière un bureau, quelque part à Paris, dans une fonction qu'ils imaginaient administrative, monotone et sans éclat. Dans leur esprit, mon salaire devait être stable, ma vie réglée comme une horloge, et ma seule utilité se résumait à payer ma part, qu'il s'agisse d'un dîner de famille ou d'un mariage luxueux. Ils n'avaient jamais pris la peine de se demander si ce qu'ils pensaient était vrai. En réalité, au moment même où je recevais cette facture, je coordonnais depuis des mois des opérations de la DGSI sur 3 continents. J'avais passé des nuits entières à traquer des transferts d'armes, à organiser des filatures, à décrypter des communications codées. Je m'entretenais avec des agents sous couverture qui risquaient leur vie chaque jour. Et je prenais des décisions qui pouvaient changer le destin de dizaines de personnes. Je travaillais dans l'ombre avec la précision d'une horlogère et la discrétion d'un fantôme, car c'est ainsi que notre métier exigeait que nous survivions. Mon nom ne figurait sur aucun communiqué de presse. Mes succès n'étaient célébrés par aucune cérémonie. Mais chaque mission réussie signifiait moins de victimes, moins de drames. Le plus ironique, c'est que cette distance que j'entretenais volontairement entre ma vie professionnelle et ma famille les confortait dans leurs illusions. Ils se plaisaient à imaginer que je classais des dossiers ou répondais à des emails toute la journée, et je les laissais croire, non pas par honte, mais parce que je savais que leur vision du monde ne pouvait pas accueillir la vérité brute. Dans leur univers, les héros portaient des uniformes de parade, faisaient des discours ou signaient de gros contrats. Les héros ne passaient pas leurs nuits dans des planques à l'étranger, ne vivaient pas sous des identités empruntées et ne savaient pas comment neutraliser un homme armé en moins de 3 secondes. Alors, ils m'ont effacé de leur moment de gloire, et moi, je les ai laissés me sous-estimer. Mais cette erreur leur coûterait un jour bien plus cher qu'un dîner de noces. Tout a basculé un matin gris à l'aéroport Charles de Gaulle. Je m'apprêtais à embarquer pour une mission en Belgique, voyage discret, planifié dans les moindres détails, quand un homme est apparu devant moi, surgissant presque de nulle part, ni uniforme, ni badge, ni lanière autour du cou. Rien qui puisse lui donner l'air d'un agent en service. Son costume était impeccable, mais trop ajusté, son regard trop fixe. Sans se présenter, il a posé une main ferme sur mon bras et m'a entraîné vers un couloir latéral, à l'écart du flux des voyageurs. Sa voix, basse et froide, m'a glissé à l'oreille. « Val dit que vous devez reculer, ou on vous enterre. » Ces mots ont traversé mon esprit comme une lame. Pas de détour, pas de menace voilée, un ultimatum clair, venant directement de l'homme que je traquais depuis des années. Mon premier réflexe a été d'évaluer la situation, de mesurer les sorties, la distance entre nous et la porte, le nombre de témoins à portée de vue. Son ton me disait qu'il était habitué à intimider, mais ses yeux trahissaient une certitude. Il pensait déjà avoir gagné. Il ignorait que ce terrain-là était le mien. Lentement, j'ai glissé ma main dans la poche intérieure de mon manteau. Je l'ai sorti avec un geste net, ouvrant mon portefeuille en cuir noir. Le reflet doré de l'insigne a accroché la lumière des néons comme un coup de tonnerre silencieux. « Direction adjointe DGSI », ai-je déclaré d'une voix calme mais tranchante. À cet instant précis, le brouhaha habituel des halls s'est comme figé. Les conversations se sont suspendues, les pas se sont ralentis. J'ai vu les agents de sécurité de l'aéroport postés un peu plus loin échanger un regard rapide.
Un contrôleur de la PAF a interrompu sa vérification de passeport, la main déjà sur sa radio. L'homme devant moi, lui, a vacillé une fraction de seconde, ce minuscule recul qu'ont ceux qui comprennent, soudain, qu'ils viennent de franchir une ligne irréversible. Dans ses yeux, j'ai lu la surprise, puis la colère. Il n'avait pas anticipé que la femme qu'il pensait menacer était armée d'une autorité légale, prête à se retourner contre lui. C'était la première fois, depuis longtemps, que quelqu'un dans mon entourage, même si c'était un ennemi, voyait mon vrai visage professionnel. Ce moment, fugace, mais lourd de sens, a agi comme un révélateur. Jusqu'ici, pour ma famille, j'étais restée une silhouette floue, un prénom prononcé du bout des lèvres. Mais dans ce hall d'aéroport, sous la lumière crue et les regards soudain attentifs, je n'étais plus la fille silencieuse qu'ils imaginaient. J'étais celle qui, depuis des années, se tenait dans l'ombre pour démanteler des réseaux, sauver des vies et affronter ceux que personne n'osait provoquer. Ce jour-là, même mes ennemis ont compris que j'étais loin d'être celle qu'ils croyaient connaître. Et cette vérité, désormais, ne pourrait plus jamais être effacée. Je m'appelle Clarisse Duval. Dans les albums photos de famille, mon visage a disparu depuis longtemps, découpé ou simplement absent, comme si je n'avais jamais existé. Sur les vidéos des fêtes, on me trouve parfois reléguée à l'arrière-plan, floue, à moitié masquée par un convive ou un bouquet de fleurs. Ils m'ont effacé des souvenirs partagés, comme on efface une tache gênante sur un tableau. Les invitations aux anniversaires, aux réveillons ou aux repas dominicaux ont cessé d'arriver il y a des années, remplacés par un silence poli. Mais j'ai survécu, pas seulement physiquement, j'ai survécu à leur indifférence, à leur jugement, à leur volonté obstinée de me réduire au silence. Et aujourd'hui, je parle, pas seulement pour moi, mais pour toutes celles et tous ceux qu'on a voulu faire taire, persuadés que leur voix ne comptait pas. Ce jour-là, dans mon bureau du 15e arrondissement, la pluie de novembre frappait contre les vitres comme un métronome patient. Les gouttes descendaient en files régulières, brouillant la vue sur les toits de zinc et les cheminées. Ma table était couverte de dossiers codés, de rapports confidentiels, de clichés imprimés, où les visages étaient barrés d'un trait noir. L'odeur du café refroidi se mêlait à celle du papier et de l'encre. Le ronronnement discret de mon ordinateur portable marquait le rythme des opérations en cours. Je me trouvais dans cet état de concentration totale qui précède toujours une décision importante, quand l'écran de mon téléphone s'est allumé d'une lumière blanche. Un message, pas de salutation, pas de préambule, juste une phrase, 60 ans de maman à la maison du lac, sois là, signé Arnaud. Je l'ai relu 2 fois, cherchant un sens caché, une nuance qui m'aurait échappé. Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre, pas de « s'il te plaît », pas de justification. C'était lui, tel qu'il avait toujours été, sûr de sa place, persuadé que les autres devaient obéir. Ce ton autoritaire résonnait dans ma tête comme un écho d'enfance, quand il dictait les règles des jeux, ou décidait qui avait le droit de parler. Mais cette fois, ce n'était pas un jeu, et je n'étais plus une petite fille. J'ai posé le téléphone sur le bureau et j'ai fermé les yeux un instant. Une partie de moi voulait ignorer le message, laisser ce silence familial se prolonger encore, peut-être définitivement. Mais une autre, plus forte, savait que je devais y aller, pas pour chercher leur pardon, ni pour être réintégrée dans leur rang. Je voulais les regarder dans les yeux et leur montrer, sans un mot de trop, qui j'étais devenue sans leur bénédiction. La pluie continuait de frapper les vitres, et quelque part, au fond de moi, j'ai senti que cette rencontre allait être plus qu'un simple dîner d'anniversaire. Ce serait une confrontation, et cette fois, je ne serais pas celle qui détourne le regard.
Mon père, ancien capitaine de la Marine nationale, portait encore dans son maintien cette raideur élégante des officiers, un mélange d'autorité naturelle et de discipline apprise sur les mers. Sa carrière avait été jalonnée de décorations, de cérémonies officielles et de récits héroïques racontés au coin du feu, souvent devant un public admiratif. Ma mère, quant à elle, dirigeait une fondation spécialisée dans la construction d'écoles en Afrique francophone. Elle passait d'un pays à l'autre, coupant des rubans aux inaugurations, apparaissant sur des photos dans les magazines caritatifs, souriante et impeccable. Arnaud, mon frère, s'était frayé un chemin jusqu'au sommet d'un prestigieux cabinet d'avocats parisiens, connu pour sa clientèle fortunée et ses stratégies juridiques agressives. Et moi, dans leurs récits, j'étais l'échec de la famille, celle qui avait tout gâché lors de l'opération de Marseille en 2018, celle dont on ne parlait qu'à demi-mot, si on en parlait du tout. L'histoire officielle, celle qui circulait dans les couloirs et jusque dans ma famille, était simple. J'avais commis une erreur de jugement sur le terrain, provoquant l'échec d'une mission et un chaos diplomatique. Ce qu'ils ignoraient, c'est que la vérité était bien différente. Ce jour-là, à Marseille, nous traquions un réseau de contrebande sophistiqué, et l'un de nos contacts, un informateur clé, s'était retrouvé piégé. Les ordres venus d'en haut étaient clairs: poursuivre l'opération coûte que coûte, quitte à sacrifier l'agent. Mais j'avais choisi autrement. J'avais improvisé une extraction, dévié du plan initial et pris sur moi l'entière responsabilité de ce changement. Ce choix avait sauvé sa vie et mis fin, du moins officiellement, à ma crédibilité sur le terrain. Le prix à payer fut lourd, suspendu, interrogé, tenu à l'écart de toute mission pendant des mois. J'avais fini par comprendre qu'aucune justification ne viendrait changer la version figée dans les rapports. Mon nom resterait associé à cette prétendue faute. Pourtant, derrière les murs froids des bureaux de la DGSI, certains savaient ce que j'avais fait. Un jour, sans avertissement, on m'avait convoqué dans une pièce sans fenêtre. Là, on m'avait proposé un poste au sein d'une unité dont je n'avais jusque-là entendu parler qu'à travers des rumeurs. L'unité fantôme. L'unité fantôme n'apparaissait sur aucun organigramme. Ces agents travaillaient sous des identités multiples, parfois sans jamais se croiser, et menaient des opérations sensibles à travers le monde, loin des projecteurs et de la reconnaissance officielle. C'était une sorte d'ombre portée du service, une force invisible mais décisive. Mon affectation y était à la fois une seconde chance et une condamnation à l'effacement. Aux yeux de ma famille, je restais la femme derrière un bureau gris, celle qui classait des dossiers. À leurs yeux, mon uniforme était invisible, mais moi, je savais que dans les marges où ils ne regarderaient jamais, je continuais à me battre, et souvent, à gagner. Je suis arrivée à leur maison au bord du lac d'Annecy, en fin d'après-midi, quand la lumière commençait à se teinter d'or sur l'eau immobile. La route sinueuse qui descendait vers la propriété offrait une vue splendide, presque trop belle pour la scène à laquelle je savais que j'allais assister. Je n'étais pas venue chercher la paix ni le pardon. Je n'étais pas là pour recoller les morceaux d'un passé brisé. J'étais venue pour une seule raison, qu'ils me voient enfin telle que je suis devenue. Pas l'image figée qu'ils avaient fabriquée, pas l'ombre docile qu'ils entretenaient, mais la femme que j'étais réellement, avec mes cicatrices, mes choix et mes victoires. Ma mère m'a accueillie sur le perron avec un sourire si tendu qu'il semblait prêt à se fendre en deux. Ses bras se sont ouverts dans un geste convenu, presque mécanique, avant de se refermer sur moi avec la légèreté d'une étreinte donnée à une connaissance lointaine. Elle a prononcé mon prénom comme si elle testait sa justesse après des années d'oubli. Mon père
installé dans un fauteuil du salon, feignait d'être absorbé par un verre de whisky, son regard glissant vers Arnaud, qui monopolisait déjà un groupe de cousins et d'amis de la famille. Les conversations s'interrompaient à peine pour marquer ma présence. J'avais l'impression d'être une invitée accidentelle à leur célébration. On m'a conduite non pas à la grande table dressée près de la baie vitrée, là où se trouvaient les invités d'honneur, mais à une petite table latérale où quelques enfants chahutaient. Une fillette a renversé son jus d'orange à côté de mon assiette, et l'adulte le plus proche a nettoyé d'un geste distrait avant de reprendre sa discussion, comme si je n'étais qu'un élément décoratif de plus dans cette pièce. Personne ne m'a demandé ce que je devenais, où je vivais, ni même comment s'était passé mon voyage. Pas un mot sur Marseille, sur les années de silence. Le jugement flottait dans l'air, invisible, mais lourd, comme une odeur qui imprègne les murs et ne s'efface pas. Arnaud, lui, jetait des coups d'œil furtifs dans ma direction. Ce n'était pas de la curiosité, ni de la gêne, mais une sorte d'évaluation froide, comme on jauge un inconnu dont on doute des intentions. Ses yeux passaient sur moi sans s'arrêter, glissaient vers un autre visage, puis revenaient, toujours avec cette distance glaciale. J'ai compris qu'il ne voyait pas sa sœur assise à cette table, mais une étrangère dont il ne connaissait plus ni l'histoire ni les contours. Et c'était exactement ce que je voulais, car ce soir-là, il allait découvrir que l'ombre qu'il croyait tenir à l'écart avait appris à se mouvoir dans la lumière, et qu'elle n'avait plus rien à perdre. La porte s'est ouverte avec un léger grincement, interrompant le brouhaha des conversations. Un homme grand, au manteau beige impeccable, s'est avancé d'un pas mesuré. Son regard balayait la pièce avec la précision d'un scanner jusqu'à se fixer sur moi. « Madame la directrice adjointe Duval », prononça-t-il d'une voix claire et ferme. Le silence est tombé instantanément, comme si chaque mot avait gelé l'air ambiant. Les verres sont restés suspendus à mi-parcours, les fourchettes figées entre les assiettes et les lèvres. Arnaud cligna des yeux, surpris. Ma mère reposa sa serviette avec lenteur, et mon père, immobile, serra la mâchoire. En une phrase, Tom Keller, officier chevronné de la contre-espionnage, venait de fissurer la version de moi qu'ils entretenaient depuis des années. Je me suis levée pour le saluer, un bref échange de mains qui en disait plus que n'importe quelle phrase. Tom et moi avions travaillé ensemble sur des opérations où l'échec n'était pas une option, et je savais qu'il n'apparaissait jamais sans raison. Son arrivée ici, en terrain familial, relevait de la provocation calculée ou de l'urgence absolue. En quittant la salle à ses côtés, je sentais les regards me suivre, lourds de questions, qu'aucun d'entre eux n'oserait poser à voix haute. Nous avons traversé le couloir jusqu'à la terrasse déserte, où l'air frais du soir portait l'odeur des pins et du lac. Là, à l'abri des oreilles indiscrètes, Tom a sorti de sa poche un téléphone crypté, reconnaissable à sa coque blindée et à l'interface minimaliste. Il me l'a tendu sans un mot. Sur l'écran s'affichaient des journaux d'accès détaillés, des lignes et des colonnes chiffrées, des adresses IP, des horaires précis. « Port Sécure », murmura-t-il. Ce nom m'a traversé comme un choc électrique. Port Sécure était le système central de surveillance maritime, un réseau sensible qui suivait chaque cargaison entrant et sortant des grands ports français. Si quelqu'un y avait eu accès sans autorisation, cela signifiait qu'il pouvait manipuler ou dissimuler des mouvements illégaux à l'échelle internationale. Je fis défiler les données, mon regard se figeant sur un détail récurrent. Plusieurs connexions provenaient du réseau interne du cabinet d'avocats où travaillait Arnaud. Plus encore, ces connexions étaient liées à un profil autorisé, celui de Victor Langlois. Ce nom, je le connaissais trop bien. Langlois, figure lisse et respectée du droit commercial,
était en réalité un facilitateur pour des réseaux criminels, un homme dont les poignées de main pouvaient sceller autant un contrat légal qu'un trafic international. Et surtout, il était le protecteur de Marcus Veil, celui qui m'avait piégé lors de l'opération de Marseille et qui avait failli me coûter ma carrière. En voyant ce lien apparaître noir sur blanc, je compris que le cercle venait de se refermer. Mon passé et mon présent se rejoignaient, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Peu de temps après, je me suis présenté sous couverture dans les bureaux de Victor Langlois, au cœur d'un immeuble parisien aussi luxueux qu'impersonnel. J'utilisais une ancienne identité du ministère de la Justice, soigneusement réactivée pour l'occasion. Costume sombre, parfaitement ajusté, mallette garnie de faux dossiers et badge client crédible. L'accueil avait été courtois, presque trop, comme s'il voulait que tout se passe vite et sans incident. Derrière les vitres teintées, le cabinet respirait l'opulence discrète, sols en marbre, bureaux en bois massif, silence feutré. Dans ce décor où chaque détail semblait calculé, il était facile d'oublier que des décisions prises ici pouvaient déplacer des millions d'euros ou des cargaisons entières. Après avoir prétexté un rendez-vous avec Langlois, j'ai profité d'un moment d'inattention pour m'introduire dans une salle d'archives attenante à son bureau. Les dossiers étaient parfaitement alignés, classés par code et par date, mais mon regard a vite été attiré par une chemise cartonnée sans étiquette visible, glissée derrière une pile anodine. À l'intérieur, j'ai découvert des documents détaillant des itinéraires de cargaison, toutes exemptées de contrôle douanier. Les ports d'entrée variaient, Le Havre, Marseille, Anvers, mais un point restait constant. À la fin de chaque feuille, griffonnée comme une signature invisible, figuraient les initiales MV. Mon estomac s'est noué. Marcus Veil n'était donc pas seulement actif, il était intégré dans un réseau qui opérait à travers l'infrastructure légale même. En recoupant les codes d'expédition et les signatures électroniques, j'ai identifié un autre lien troublant. Certaines validations provenaient directement du réseau interne du cabinet où Arnaud travaillait. Cela ne pouvait pas être un hasard. Soit il était au courant, soit il servait de relais involontaire. Je connaissais mon frère, ambitieux, parfois arrogant, mais pas un stratège criminel. Cela voulait dire qu'il n'était probablement qu'un pion, piégé dans une partie qui le dépassait. Mais dans ce genre de jeu, un pion reste sacrifiable, et je ne pouvais pas le laisser être balayé sans réagir. Je l'ai retrouvé dans un café discret, loin du centre, et lui est glissé, sans détour, que son nom apparaissait sur des documents qu'il ne voudrait jamais voir publiés. Il a blêmi, mais a tenté de nier. Alors, j'ai sorti de ma poche un objet anodin, une montre-bracelet sobre, au cadran noir. Elle est équipée d'une balise GPS et d'un micro relié à un canal sécurisé, lui ai-je expliqué. Si Langlois ou Val t'approche, je le saurai. Mais si tu veux t'en sortir, il va falloir que tu arrêtes de te taire. Il a hésité, le regard fuyant, avant de passer la montre à son poignet, comme on accepte un fardeau qu'on ne peut plus repousser. Je savais qu'à partir de là, il devenait non seulement mon frère, mais aussi mon témoin clé, et que sa survie dépendrait de notre capacité à rester un pas devant ceux qui nous traquaient. Quelques heures avant mon départ pour Bruxelles, un appel crypté de Tom Keller m'a glacé le sang. Sa voix, habituellement posée, était tendue. « Clarisse, ton itinéraire a été transmis à Veil, détail pour détail. » Je n'ai pas eu besoin qu'il m'explique ce que cela signifiait. Un membre de l'appareil avait vendu mes déplacements à l'homme que je traquais depuis des années. Le voyage prévu comme une simple mission de liaison devenait un piège en puissance. Pourtant, je n'ai pas changé mes plans. Si Veil voulait me tendre un guet-apens, j'étais prête à m'y engager,
à condition de garder l'initiative. La clé serait de le pousser à se dévoiler, et pour cela il fallait jouer son jeu. Mais selon mes règles, à l'aéroport Charles de Gaulle, j'ai franchi les contrôles avec un calme étudié. Jeans sombres, veste sobre, sac à dos minimaliste. L'allure d'une fonctionnaire fatiguée par trop de voyages. Mon billet électronique et mon passeport étaient prêts, mon ordinateur verrouillé. Pourtant, à peine avais-je présenté mes documents à un agent de la PAF qu'un homme, costume ajusté et sourire froid, s'est interposé. Pas de badge officiel, pas d'accréditation, juste une assurance trop lisse. « Madame Duval, veuillez nous suivre », a-t-il dit d'un ton neutre. Ses yeux, eux, ne laissaient aucun doute. Il savait exactement qui j'étais. Je l'ai accompagné sans résistance apparente jusqu'à une salle d'inspection isolée, éclairée par des néons trop blancs. Dès que la porte s'est refermée derrière nous, son ton a changé. Il s'est penché vers moi, son souffle chargé de menaces. « Val dit que si vous continuez, tout brûle. Vous, vos amis, votre famille. » J'ai laissé passer une seconde, puis j'ai ouvert mon manteau pour révéler l'insigne doré de la DGSI. « Et vous venez de proférer une menace de mort à l'encontre d'un officier de renseignement français. » ai-je répondu d'une voix glaciale. En même temps, ma main a pressé discrètement le bouton dissimulé dans la couture de ma manche. Un signal d'alerte relié directement à l'équipe de Keller. Ce n'était plus une discussion, c'était une opération en cours. En moins de 30 secondes, le couloir s'est rempli de bruits précipités et de communications radio. La porte a volé ouverte. 2 agents de la sécurité aéroportuaire et 3 membres de l'unité de Keller ont envahi la pièce. Mon interlocuteur a été plaqué au sol avant d'avoir le temps de réagir. Dans la foulée, 2 autres individus suspects ont été interpellés près de ma porte d'embarquement, alors qu'ils tentaient d'intervenir sur des bagages. Les analyses préliminaires ont révélé qu'ils appartenaient tous à un réseau, lié directement à Val, opérant non seulement dans la logistique portuaire, mais aussi au sein même de structures gouvernementales. Ce jour-là, je n'avais pas seulement échappé à une attaque, j'avais obtenu la preuve tangible que l'infiltration de Veil touchait des niveaux du système que beaucoup pensaient intouchables. Désormais, l'affaire n'était plus seulement personnelle, c'était une question de sécurité nationale. Ma mère m'avait appelé avec une voix adoucie, presque mielleuse, m'invitant à remettre les compteurs à zéro lors d'un dîner en petit comité à la Maison du Lac. Elle avait parlé d'un repas simple, de nous 3, comme autrefois, sans protocole ni tension. Une partie de moi savait que quelque chose clochait. Trop de douceur dans son ton, trop de soin dans ses mots. Mais j'ai accepté. J'y ai vu l'occasion de comprendre jusqu'où s'étendait l'influence de Langlois et de Val. Quand je suis arrivée, tout était parfait. La table dressée comme pour un magazine, des bougies allumées, mon plat préféré qui mijotait en cuisine. Arnaud portait la montre que je lui avais donnée, mais il évitait mon regard. Mon père se tenait à l'écart, le regard fixé sur son verre. L'atmosphère, sous son vernis chaleureux, avait cette tension électrique d'avant-tempête. Au milieu du dîner, ma mère m'a tendu une grande enveloppe brune. « Arnaud a trouvé ça au cabinet », a-t-elle dit avec un sérieux fin. À l'intérieur, des impressions d'emails, des extraits de rapports internes, tous falsifiés, pour me présenter comme la taupe qui avait compromis Port-Sécure. Les en-têtes, les dates, tout semblait parfaitement authentique. C'était une œuvre de faussaire de haut niveau, et je n'ai eu aucun doute sur l'identité de l'architecte, Victor Langlois. Il avait créé une version irréfutable, du moins pour un œil extérieur, où j'étais la coupable idéale. Ma mère me fixait, attendant une confession ou un éclat de colère. Arnaud, lui, semblait plus nerveux qu'accusateur. J'ai compris que ce dîner n'était pas un geste de réconciliation,
mais une mise en scène soigneusement orchestrée. C'est à cet instant que la lumière s'est éteinte dans un claquement sec, plongeant la pièce dans l'obscurité. Un fracas de verre brisé a retenti depuis l'arrière de la maison. 4 silhouettes en tenue tactique, visages masqués, ont fait irruption, armes équipées de silencieux pointés sur nous. « Duval !» a craché l'un d'eux. « Fin de la route !» Je me suis jeté au sol, ma main trouvant immédiatement le déclencheur dissimulé dans ma veste. Le signal est parti vers Keller et son équipe, déjà en alerte. Arnaud, contre toute attente, a renversé une chaise sur l'un des assaillants, me donnant le temps de saisir un couteau de cuisine. Un combat brutal a éclaté dans la pénombre, ponctué de coups sourds et de halètements. Moins de 3 minutes plus tard, la pièce s'est remplie d'éclats de lumière et de détonations étouffées. L'unité de Keller venait de pénétrer par les fenêtres et la porte principale. Les assaillants furent neutralisés l'un après l'autre. En fouillant la maison, Léna, notre experte technique, a découvert une porte dissimulée dans le cellier menant à un sous-sol étroit. Derrière des casiers à vin, un coffre en acier reposait, scellé et lourd. À l'intérieur, un dispositif de dispersion chimique prêt à être déclenché par signal à distance. Le récepteur était actif et son origine, une fois tracée, pointait vers un serveur sécurisé, appartenant directement au cabinet de Langlois. La preuve que l'attaque et la mise en scène avaient la même source venait de s'imprimer en lettres rouges sur notre mission. Les informations extraites de l'ordinateur du cabinet et le traçage du signal du dispositif nous avaient menés droit jusqu'au port du Havre. Un endroit idéal pour une rencontre à l'abri des regards, zone d'ombre entre les conteneurs, absence de caméras sur certains quais, bruit constant des machines qui couvrent tout échange. Selon notre source, Veil et Langlois devaient superviser eux-mêmes le départ d'un container fantôme, rempli de matériel et de documents compromettants. Nous avons attendu la nuit noire et à minuit pile, notre équipe s'est déployée. Des agents en tenue sombre encerclaient silencieusement la zone, coupant toute possibilité de fuite. La mer, noire et agitée, reflétait par éclats les rares lumières des lampadaires. L'air sentait le sel et le métal. Je progressais entre 2 rangées de conteneurs, mon arme prête, les pas amortis par le sol humide. Les voix se rapprochaient. À travers l'ombre, j'ai aperçu Langlois, vêtu comme toujours d'un costume impeccable, et Val, grand, les cheveux blancs, l'allure glaciale. Ils parlaient à voix basse, leurs gardes armés disposés autour d'eux. Un signal bref dans mon oreillette confirma que le périmètre était sécurisé. Puis, tout s'est accéléré. Un cri, une détonation, et la fusillade a éclaté. Les balles ricochaient contre les parois métalliques, créant un vacarme assourdissant. L'odeur de poudre se mêlait à celle de l'air marin. Je me suis jeté derrière un conteneur, attendant la seconde d'accalmie pour avancer. Langlois, surpris par l'attaque, a tenté de se replier vers un quai latéral. Je l'ai intercepté à mi-chemin. Il a levé les mains, mais ses yeux calculaient déjà les issues possibles. « C'est fini !» ai-je dit, en le menottant avec un geste sec. Sa respiration était rapide, mais il gardait ce sourire en coin, celui des hommes qui pensent encore avoir une carte à jouer. Pendant ce temps, Veil avait repéré un accès au pont d'un navire, prêt à appareiller. Il s'est précipité vers la passerelle, mais une unité placée en embuscade l'attendait. Un flash lumineux, un bruit sourd, et il s'est effondré, maîtrisé en quelques secondes. Quand je me suis approché, il m'a lancé un regard vide, presque méprisant. « Vous croyez que ça s'arrête avec moi ?» a-t-il murmuré. Mais je savais que, cette fois, les cartes avaient changé de main. Dès l'aube, toutes les preuves collectées, journaux d'accès, enregistrements audio, contrats falsifiés, itinéraires de cargaison,
ont été transférés vers le serveur sécurisé de la commission sénatoriale. Cette fois, pas question de régler l'affaire en interne. Il fallait une exposition publique, institutionnelle, irréversible. Mon but n'avait jamais été la vengeance personnelle. Je voulais que cette arrestation serve à déclencher une réforme profonde, un contrôle indépendant sur les systèmes critiques de sécurité nationale. Car tant que ces réseaux resteraient sans surveillance réelle, d'autres Val et d'autres Langlois pourraient surgir. Et je n'étais pas prête à voir se répéter ce que j'avais combattu pendant des années. Cette nuit-là, au Havre, j'avais non seulement mis fin à une traque, mais ouvert la voie à un changement que je savais indispensable. La salle d'audition du Sénat était pleine à craquer. Les flashs des caméras crépitaient avant même que je ne m'installe, mais je gardais le regard fixé sur les documents que je tenais. Quand le président de séance me donna la parole, je branchai immédiatement la tablette préparée par Léna. Sur l'écran géant, les premières images apparurent. La vidéo, horodatée et vérifiée, montrant Val et Langlois au port du Havre, leurs voix distinctes, ordonnant la destruction de preuves et la disparition d'un container. Puis vinrent les journaux d'accès de Port Sécure, les relevés bancaires, les schémas reliant chaque transaction à des comptes offshore. Les sénateurs, d'abord impassibles, se penchaient désormais vers leurs écrans. Ce n'était plus une rumeur, c'était une démonstration implacable. Quand ce fut terminé, un silence lourd s'abattit. C'est alors que j'aperçus, au fond de la salle, mes parents. Ma mère avait les mains jointes sur ses genoux, le visage tendu, tandis que mon père me fixait, immobile. Après la levée de séance, ils vinrent vers moi. Ma mère parla la première, sa voix brisée. « Nous nous sommes trompés, sur toi, sur tout !» Mon père ne dit rien tout de suite, mais sortit de la poche intérieure de sa veste un petit objet enveloppé dans un tissu bleu marine. En le dépliant, j'ai reconnu son ancien insigne de capitaine de la Marine nationale, poli par des années de service. « Tu nous as dépassés tous les deux », dit-il simplement. Ce geste, plus que ces mots, marqua pour moi la fin d'une longue fracture. Quelques semaines plus tard, j'avais pris ma décision. J'ai quitté officiellement la DGSI et l'unité fantôme sans communiqué ni cérémonie. J'ai choisi un chemin différent. J'ai ouvert un centre à Paris dédié à l'accompagnement des victimes de réseaux criminels et de corruption institutionnelle. Nous recevions d'anciens témoins protégés, des familles déplacées, des survivants de trafic. Ce travail n'avait rien de spectaculaire, mais il m'apportait une satisfaction profonde. Chaque dossier traité était une victoire silencieuse. Chaque personne aidée, un rappel que la justice ne se résume pas à des arrestations. Un soir d'hiver, alors que je terminais des papiers au centre, j'ai reçu un message d'Arnaud. Le sujet était simplement « Merci ». La pièce jointe était une photo. Lui, assis à côté d'une adolescente, dans ce qui semblait être une petite salle d'audience. Elle lui tenait la main et pleurait, mais ses yeux brillaient d'espoir. Le texte qui accompagnait l'image disait « Elle a été sauvée grâce aux informations que tu m'as données. Elle a demandé l'asile aujourd'hui. Tu m'as donné les moyens de l'aider. Je ne gâcherai pas cette chance. » En lisant ces mots, j'ai compris que le bruit permanent qui avait accompagné ma vie, celui des opérations, des accusations, des conflits, s'était enfin tu. Le silence qui restait n'était plus un vide, c'était la paix.